Bonjour à tous, vous êtes ici sur Décoller l'écho et aujourd'hui je reçois Laure qui est une victime des vaccins Covid-19 et qui a accepté de témoigner dans mon livre Victime des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Je rappelle que je parle toujours en mon nom, que ce soit sur ma chaîne, dans mes interviews ou dans mes conférences, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, je rappelle que cette interview et ce livre a différents objectifs, ils ont différents objectifs, notamment celui de venir en aide aux victimes et de les défendre. Je rappelle que la loi telle qu'elle est écrite protège l'industrie pharmaceutique qui n'est pas responsable de prime abord des effets indésirables de ces médicaments, c'est écrit dans la loi, et donc il est absolument nécessaire d'avoir des écrits de la part de scientifiques, de statisticiens aussi, qui montrent d'une part que pendant la crise Covid, l'ensemble de ce que nous avons vécu ne valait pas la peine d'avoir des mesures aussi radicales, c'est un minimum à dire, et la deuxième chose, que nous n'avons aucune trace permettant de dire que cette vaccination était sûre et efficace. Et deuxième chose, nous avons des traces qui montrent qu'il y a eu des effets indésirables graves, allant jusqu'en même au décès pour certaines personnes. Et c'est l'écrire et pouvoir le démontrer, c'est un prérequis absolument nécessaire pour permettre aux victimes de témoigner et de se défendre et d'avoir des recours en justice. Et donc aujourd'hui, on reçoit Laure, qui est une victime de ces vaccins et qui va nous expliquer son parcours. Bonjour Laure et merci d'être ici sur Décoder l'écho. Merci Pierre, merci à toi et merci de pouvoir témoigner sur ta chaîne. Je vais me présenter, hein. Je m'appelle Laure, hein. J'ai 46 ans, j'habite en région parisienne et je suis maman de trois enfants, donc trois ados. Auparavant, voilà, une vie tout à fait banale, normale, une vie active, sportive. Enfin, voilà, j'avais des projets professionnels. Justement, lorsque j'ai commencé à être malade, j'entamais des concours, puisque je suis dans la fonction publique territoriale, hein. Voilà, je voulais évoluer professionnellement. Donc, j'ai commencé à faire ma première injection au mois de mai 2021. Cette première injection, j'ai pas eu de problème particulier, sachant que voilà, autour de moi, ça se faisait de plus en plus. Alors, je voulais évoquer dans mon lieu de travail, donc dans la fonction publique territoriale, ma commune avait installé un vaccinodrome. Et donc, en fait, pour rassurer la population, on faisait partie un petit peu des cobayes. Donc, on nous incitait très, très, très fortement à venir vraiment dans notre service tous les jours, hein, en nous incitant à nous vacciner. Donc, c'était vraiment une période très, très anxiogène. Et donc, on voyait autour de nous, partout, des collègues arriver et puis en leur posant la question si ça s'était bien passé. Donc voilà, c'était vraiment une période avec plein de doutes. Voilà, la première injection s'était bien passée. La seconde, c'était courant juillet. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des soucis. Beaucoup de fatigue, des douleurs diffuses un petit peu partout sur le corps. Je pensais au départ que c'était dû au sport, parce que je fais beaucoup de sport. J'allais énormément à la salle de sport. Et donc, j'ai commencé à ralentir la cadence. Mon état s'est dégradé. J'ai commencé à avoir aussi des acouphènes. Mais bon, je pensais que ça venait de la fatigue. Donc, bon, j'ai continué. En décembre, je décide de voir mon médecin. On a commencé par des examens, prise de sang, radio. Là, après, j'étais voir un rhumatologue. Mon état se dégradait de plus en plus et il fallait que je passe des examens à l'hôpital. Sauf que à l'époque, pour passer des examens à l'hôpital, il fallait avoir un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire avoir la troisième injection. Moi, je ne voulais pas. On avait une suspicion de sclérose en plaques. Mon compagnon a téléphoné à l'hôpital, lui expliquant un petit peu le souci, qu'on avait des suspicions que ce soit le vaccin. Mais ils nous ont dit, pas de vaccin, pas d'examen, quoi. Donc ça a été un très, très gros dilemme. C'est vraiment psychologiquement, c'est super dur parce que là, c'était vraiment des doutes et on ne savait pas quoi faire. J'ai fait cette troisième injection pour aller à l'hôpital. Et là, mon état a été catastrophique. Je ne pouvais plus marcher. 3 semaines après la troisième injection. Donc, j'ai fini aux urgences.
C'est mon médecin généraliste qui m'a emmené, qui souhaitait que j'aille aux urgences pour une suspicion de syndrome de queue de cheval. Je ne connaissais pas du tout ce terme. Quand je lui ai posé la question, elle m'a dit, c'est grave. Voilà, elle n'a pas été plus loin que ça. Puis en gros, errance médicale durant 18 mois. Je ne pouvais plus travailler. Mon état se détériorait. Et là, j'ai pu voir un interniste, médecin interniste sur Paris, qui m'a diagnostiqué donc une encéphalomyélite myalgique. Pour ceux qui ne connaissent pas cette maladie, donc c'est une maladie chronique neurologique. En gros, c'est un dysfonctionnement du système nerveux, du système immunitaire et énergétique. Plus j'ai un syndrome d'activation mastocytaire. Donc là, c'est plus une forme de maladie auto-immune. Et c'est en fait, c'est des mastocytes qui réagissent différemment, hein, et qui donnent des formes d'allergie sévères. Ensuite, j'ai été diagnostiquée d'une perte d'audition, d'où mes problèmes d'acouphènes. Donc maintenant, je suis appareillée des deux oreilles. Donc perte d'audition à droite, acouphène aigu, et à gauche, acouphène pulsatile. Et là, récemment, problème de vision. Donc, je fais de la divergence, de la convergence. Enfin, je ne vois plus de près, je vois trouble. Donc, voilà, mon état se dégrade vraiment de plus en plus, malgré mon arrêt de maladie. J'ai essayé d'être traitée. Alors, il n'y a pas de traitement pour ces maladies-là. Il faut savoir aussi, c'est que j'ai passé quand même un tapis IRM, parce que, bon, tous mes examens auparavant paraissaient, il n'y avait rien du tout. Et là, mon médecin interniste m'a dit d'aller à Henri Mondor, de passer un tapis IRM. Et là, on a découvert un hypométabolisme dans certaines parties de mon cerveau. Et en fait, c'est un manque de glucose au cerveau, hein, ce qui crée un dysfonctionnement neurologique, hein, ou une atteinte cérébrale. Donc là, on a vraiment voilà, la maladie qui est posée avec un examen où on trouve quelque chose. Bien sûr, on m'a dit que ça venait de la vaccination. Plusieurs personnes, plusieurs médecins m'ont dit que ça venait de là. J'ai vu énormément de médecins, même mon ORL, sauf qu'ils n'osent pas en parler. Ils ont peur d'être radiés, mais ils ont beaucoup de personnes dans le même cas que moi. De mon côté, j'ai remonté tout ça à la pharmacovigilance, toute seule, parce qu'avant, Solidéclat n'existait pas. Ça a été le parcours du combattant, mais en juillet 2023, j'ai eu cette reconnaissance. Donc avant, à l'époque, c'était juste un compte-rendu, donc qui vient moi du CRPV de l'hôpital Saint-Louis, en mentionnant bien clairement que le rôle de la vaccination au total de mes pathologies, enfin voilà, viennent vraiment du vaccin. Donc c'est vrai, c'est marqué, mais noir sur blanc. Donc là-dessus, ça a été alors c'est bizarre, c'était un soulagement parce que pour moi, voilà, c'est vraiment une forme de première reconnaissance, de dire, bah voilà, c'est pas dans notre tête, il y a bien quelque chose. Si je l'ai, ça c'est que je suis pas la seule, parce que ben voilà, je pense que tu vas nous l'expliquer à nouveau en quoi consiste la pharmacovigilance. Que, ben, à force d'avoir des remontées de diverses pathologies, à un moment donné, ben, il remarque ben, effectivement, c'est bizarre quoi, que tant de personnes avec la même pathologie déclarent la même chose au même moment. Enfin, voilà. Donc, c'était très important pour moi. Ça m'a permis d'entamer un dossier auprès de l'ONIAM. Donc, avec un avocat, donc très important de partir avec un avocat parce que là-bas, on vous bouffe tout cru, hein, si vous y allez tout seul. Là, ça fait un an que mon dossier est parti. Ça fait plus d'un an avec mon avocat qu'on attend justement un rendez-vous pour avoir une expertise. Donc, un an et demi que l'on attend. C'est très long. En gros, mon quotidien, donc pas de traitement. C'est une maladie qui peut progresser, qui peut stagner. Je suis reconnue par la NDPH aussi.
Et donc, je ne peux plus travailler. Et ben, ma vie, la vie de ma famille est devenue un enfer à cause de tout ça. Écoute, merci Laure pour ton témoignage. Est-ce que tu te rappelles de la date à laquelle tu as enfin eu une reconnaissance du rôle de la vaccination dans ce qui t'est arrivé? Le 23 juillet 2023. Donc, c'est-à-dire, oui, on va être plus de 2 ans après tes vaccins et que ça ait commencé. Avant cette date, donc on tu as bien expliqué que l'hôpital refusait de te recevoir avant de recevoir la troisième dose. Tu n'es pas la seule dans ce cas-là, hein. J'ai eu des proches à qui c'est arrivé directement, notamment une personne dans tes âges environ, qui a fait des arrêts cardiaques à répétition et à qui, juste après sa deuxième dose, et à qui ils ont refusé euh, d'opérer le cœur à moins de faire la troisième dose, hein, quasiment à la même période que toi. Donc c'est vraiment un classique et contrairement à ce qui est martelé par les sur les réseaux sociaux, pardon, sur les défenseurs de la vaccination qui disent que personne s'est jamais vu refuser le moindre soin à l'hôpital selon son statut vaccinal, c'est faux. Et on a plein d'exemples où ils refusaient de faire les examens ou de prendre en charge et qui c'était vraiment voilà, une injonction à se vacciner. Ton cas est d'autant plus intéressant que tu t'es fait vacciner relativement tôt, c'est-à-dire que tu as subi une certaine pression sociale de ton employeur, mais tu n'étais pas encore soumise à une obligation ou à la contrainte du pass vaccinal comme d'autres, ce qui fait que c'est même assez difficile de te mettre l'étiquette anti-vax, puisque tu n'as même pas attendu d'avoir, on va dire, une obligation financière avant d'y aller. Non, c'est Euh, Est-ce que du coup, dans ton parcours, tu as eu de la part donc des deux choses, de la part des médecins, des refus, voilà, de parler de la vaccination au moins clairement avant d'avoir ces rapports écrits, et est-ce que tu t'es fait traiter d'antivax, et si oui, à partir de quel moment? Alors, lorsque j'allais voir, j'ai deux médecins, enfin j'ai un médecin, un généraliste et sa remplaçante. Moi, je vais voir tout le temps sa remplaçante parce que, à un moment donné, au début, quand j'avais posé la question à ma généraliste, je lui avais demandé si ça ne pouvait pas être le vaccin. Je me suis fait mais engueuler comme pas possible. Je me suis fait remonter les bretelles. J'avais l'impression d'avoir 12 ans en me disant que ce que je venais de dire, c'était inadmissible, que elle était partie justement dans les centres enfin, voilà, de Covid et que beaucoup de gens mouraient, que j'avais pas à dire ça. Enfin, et à un moment donné, on s'est un petit peu engueulé, hein. Et justement, j'essaie de l'avoir le moins possible, hein. Donc, dans mon malheur, j'ai de la chance dans l'ensemble de n'avoir eu que cette personne-là. Les autres, c'était beaucoup, il y avait un petit peu plus de bienveillance, mais beaucoup de peur, parce qu'ils avaient peur aussi. Ils n'osaient même pas en parler, hein. Et je me souviens, même mon ORL, elle chuchotait, parce qu'elle avait peur que ses collègues l'entendent à côté. Et, euh, et donc, me traiter d'antivax, ah oui, c'est régulier, hein, c'est enfin, sur les réseaux, surtout sur les réseaux sociaux. Donc, non, non, ouais, j'ai été traitée d'antivax, j'ai été traitée de menteuse, j'ai eu du harcèlement aussi. J'ai dû déposer plainte l'année dernière, ça j'en ai pas parlé, hein. Avec mon compagnon, on a déposé plainte pour une personne qui me harcelait continuellement en disant que je n'étais pas malade, que je devais avoir honte. Ça allait très 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 loin parce que ça a été jusqu'à l'employeur de mon compagnon, hein, de ce harcèlement, avec plus tous les jours, j'avais des pages et des pages de harcèlement. Il fallait que je m'excuse. Si dans les 48 heures, je ne m'excusais pas, ce que je subissais allait être encore pire. Ben voilà, donc j'avais ça aussi. C'est la première fois que j'en parle. Mais voilà, faut dire que nous, enfin, on a en gros la triple peine. Donc déjà, la peine des injections. Il faut se battre contre toutes ces personnes qui nous traitent de menteurs, d'antivax, de provax. Enfin, voilà, nous, on est vraiment on est vraiment au milieu de tout ça. Et en fait, on fait culbuto avec toutes ces personnes-là, des antivax, des provax. Il y en a, on nous dit, bah, vous êtes d'extrême droite. Enfin, on nous met dans des cases. C'est impressionnant, quoi.
Bah écoute, merci pour ce témoignage-là aussi, parce que oui, vous n'êtes pas les seuls à vous faire traiter de dangereux fascistes d'extrême droite. Ultra Cato, on m'a rajouté. Voilà. Il y a un portrait de ma personne qui est assez intéressant et voilà, voilà, qui est tellement proche de la réalité, on va dire, qui fait mourir de rire les personnes qui me connaissent. C'est quand même assez, assez intéressant à quel point ils réussissent à nous coller des étiquettes, mais qui en plus sont d'un ridiculage fait. On a le droit de nous dire ou de discuter avec nous, ou de débattre et nous dire qu'on a tort sur un certain point, mais nous coller des étiquettes ridicules, c'est quand même vraiment assez exceptionnel. C'est ça que j'ai toujours dit. De toute façon, voilà, les opinions peuvent diverger. Enfin, mais après, il faut respecter bah, nos opinions. Nous, on respecte les leurs. Et puis voilà. Enfin, après, Je vais peut-être juste préciser deux petites choses sur ce que tu as expliqué. La pharmacovigilance, tu en as parlé. De quoi s'agit-il? Je le rappelle. On doit, à la suite de la prise d'un médicament ou d'un vaccin, peu importe, qui s'est mal passé, réaliser une déclaration à la pharmacovigilance. Donc en théorie, si jamais vous êtes malade après un médicament ou un vaccin, vous en parlez à votre médecin traitant qui doit faire une déclaration. Il est très rare qu'il le fasse. Ce doit être assez désagréable de la part d'un médecin de se rendre compte qu'on a un patient qui est malade après qu'on soit intervenu, d'une part, et souvent, voilà, ils disent, mais non, c'est pas ça, c'est autre chose, et la déclaration ne se fait pas. Bon, en plus, c'est relativement long et pénible à faire, donc voilà, c'est un exercice qu'ils évitent de faire. Ce qui est extrêmement dommageable pour tout le monde, puisqu'en effet, tu l'as dit, bah, plus il y a d'effets indésirables qui remontent, c'est-à-dire on dit, bah, après tel médicament, mon patient, il a reçu tel symptôme. S'il commence à y en avoir plusieurs pareils qui arrivent, ça donne un signal. Et ça donne le signal qu'il faut arrêter tout de suite ce qu'on est en train de faire et la distribution de ce médicament. Donc évidemment, si les médecins ne le font pas, il n'y a pas de signal qui remonte. La deuxième chose, c'est que si le médecin ne le fait pas, bah, chaque citoyen est habilité à le faire. Vous allez vous-même faire votre déclaration à la pharmacovigilance en allant sur Internet. Et puis voilà, pharmacovigilance, vous tapez, et puis vous déclarez ce qui vous est arrivé. Après tel médicament, il faut répondre à tout un panel de questions, et puis ça remonte. Donc il est possible de le faire. Et on doit le faire. Malheureusement, quasiment personne ne le fait. Et voilà, il y a quelques très rares personnes qui ont fait leur déclaration de pharmacovigilance, même après qu'elles aient été, qu'on leur ait dit que c'était bien le vaccin qui les avait rendus malades. Donc il faut le faire, c'est extrêmement important. La deuxième chose dont tu as parlé, c'est l'ONIAM. L'ONIAM, c'est l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Donc, on a fait sa déclaration de pharmacovigilance, tout ça, on se fait reconnaître, il faut déposer un dossier à l'ONIAM si on veut obtenir une indemnisation. Alors, l'indemnisation de l'ONIAM, donc l'ONIAM est financé par nos impôts, hein, voilà, donc l'industrie pharmaceutique paye rien du tout hein, sur l'ensemble de ce qu'elle a fait. Pour la vaccination, ce sont nos impôts qui ont payé les grandes campagnes de vaccination, donc le fait de payer des gens qui vont nous vacciner, les vaccinodromes, ce sont nos impôts qui ont payé tous les médecins qui nous ont vaccinés, ce sont nos impôts qui ont payé les produits, donc c'est-à-dire qui ont été achetés à prix d'or. Puisque négocier directement hein, par la personne à la tête de l'Europe actuellement, enfin plutôt de l'Union européenne, en direct avec les fabricants. Donc ça, c'est tous nos impôts. Et ensuite, derrière, quand il y a des problèmes, ce sont nos impôts qui payent bah, les actes médicaux. Par exemple, à chaque fois que tu as été à l'hôpital, eh bien, c'est encore nos impôts qui doivent payer le fait qu'il y a des victimes et du coup qu'il faut les prendre en charge. Hein, c'est la sécurité sociale qui paye. Et puis, c'est encore nos impôts qui payent quand il y a une reconnaissance au bout d'un combat extrêmement long que c'est bien le médicament qui a fait la blessure, et dans ces cas-là, c'est l'ONIAM qui rentre en compte. Alors, les indemnisations de l'ONIAM, on en a parlé avec Guillaume Majorge, qui est le président du REVAV, quand il s'agit d'un décès, même d'un décès d'un enfant à la suite du médicament ou d'un vaccin, on a le droit en gros à 5 000 euros, quelque chose comme ça, il doit couvrir à peine les obsèques. Voilà, donc c'est ça le prix d'un enfant. Et puis bah, quand on a un handicap, bah, comme c'est ton cas, quand on doit se payer un fauteuil roulant ou des soins particuliers, l'argent qui est distribué par l'ONIAM ne permet absolument pas de couvrir les frais. C'est à peine voilà, une petite aide qui permet de participer à tous les frais qu'on doit subir quand on a des handicaps et qu'on souffre. Donc voilà, deux précisions sur la pharmacovigilance voilà, qu'il faut remplir et qui nous sert derrière à compter hein, le nombre de victimes des médicaments, notamment des vaccins Covid-19. Et puis l'ONIAM qui sert aujourd'hui malheureusement, alors qui est une petite aide aux victimes, mais qui a tous les aspects d'une sorte de voie de garage où on dit, bah voilà, on s'occupe de vous les victimes, vous inquiétez pas, c'est l'ONIAM qui gère, mais qui est, voilà, où les aides proposées sont tellement ridicules qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on peut pas mourir de honte de ce qu'on est en train de faire aux victimes des médicaments. Donc toi, ton dossier, il est à l'ONIAM. Est-ce que tu as en plus d'autres recours juridiques en même temps en plus que l'ONIAM?
Actuellement, donc j'ai en cours que l'ONIAM. J'ai voulu déposer, faire une plainte que tout le monde fait actuellement, mais j'ai mon avocat qui m'a dit que pour l'instant de ne pas effectuer cette plainte. Moi, ce cabinet en plus, ils sont spécialisés dans le droit de la santé et justement dans la vaccination depuis plus de 20 ans. Et ils travaillent aussi avec Revav. Et c'est vrai que j'avais évoqué justement cette plainte et là, ils m'ont stoppé tout de suite en me disant, attention, si vous déposez une plainte au pénal, l'ONIAM peut bloquer hein, justement notre dossier en attendant que que l'instruction soit en cours, enfin, au niveau du pénal. Et donc, voilà, sachant qu'on sait très bien au pénal combien de temps ça va durer, si bien sûr le vice-procureur ouvre cette instruction, déjà qui est pas évidente. Et rien ne m'empêche par la suite, si ça doit se faire, de se porter partie civile. Donc, je pense que là-dessus, faut pas se précipiter. Enfin, moi, personnellement, j'ai bien réfléchi, je me précipite pas du tout. Je pense que ça va être un combat qui va être très, très long. Donc voilà, en attendant, moi, c'est l'ONIAM, parce que déjà, dans un premier temps, je ne sais pas si je pourrais retravailler. Je suis dans l'incapacité de travailler et avoir cette reconnaissance. Je sais très bien comment ça va se passer par la suite. Mon avocate m'en a parlé. Voilà. Et après, il y a autre que l'ONIAM. Enfin, après, on peut attaquer l'ONIAM au tribunal administratif. Donc, dans tous les cas, si on nous refuse ou si le montant est dérisoire, sachant que la plupart du temps, c'est très dérisoire, hein. Il y a même des personnes hein, qui ont perdu un utérus, quelqu'un qui doit se faire greffer d'un cœur, qui ont eu une somme dérisoire. Donc, j'imagine vraiment pour moi, ça va être plus que dérisoire. Oui, c'est en effet le risque. C'est important que tu dises que ton avocat est spécialisé dans le droit de la santé et notamment dans les vaccins depuis plus de 20 ans. Le REVAV, en effet, existe notamment depuis la campagne de vaccination hépatite B qui a eu lieu, je crois, au tout début des années 2000. D'ailleurs, il me semble que j'y ai participé en étant que collégien à l'époque, d'ailleurs. Euh, Ouais. Après, derrière, il y a eu d'autres scandales, notamment H1N1 en 2009, mais donc, c'est pas du tout la première fois. Et l'historique qu'on a eu, où Guillaume Major, président du REVAV, est venu témoigner sur cette chaîne, c'est qu'en effet, les dossiers sont très longs et traînent très longtemps. Ce qui permet aussi que quand les victimes ont gain de cause, tout le monde a oublié et ça fait pas la une des journaux, puisque voilà, on a bien mis sous le tapis tout ce qui s'était passé et on peut donner gain de cause aux plaignants plus de 10 ans après avec en effet des sommes dérisoires. Évidemment, le nombre de plaignants n'a fait que diminuer, puisque soit les gens se fatiguent, ils arrêtent de suivre les dossiers, ça demande une énergie folle pour pas gagner grand-chose au final, voire même il y en a qui décèdent, hein, parmi les personnes les plus atteintes, on va dire, du mal qui leur a été fait. Et donc voilà, c'est vraiment cette stratégie de l'évitement, de laisser pourrir les situations de façon à rien assumer derrière, et c'est très connu. Et c'est important de rappeler que la vaccination Covid-19, c'est pas la première fois que ça arrive. Ça fait partie d'une très longue série et il y a des victimes d'accidents vaccinaux depuis qu'il y a des vaccins qui existent. Voilà. Et donc, c'est pas du tout la première fois, même si dans notre pays et d'autres, c'est complètement nié en faisant croire que c'est absolument sans risque, que c'est sûr et efficace et qu'il n'y a jamais aucun problème. On n'a pas dit, mais Laure, tu es ma filleule dans le cadre d'une initiative qui a été lancée par Cécile, qui est bien connue pour ceux qui ont suivi le Doctoton, initiative qui s'appelle La Grande Famille et qui vise à rapprocher voilà, une victime des vaccins Covid-19 ou une famille de victimes, hein. Par exemple, dans le cas de la famille Rio, ben, Anthony est malheureusement décédé. Mais bon, il y a quand même une famille de victimes. Et puis, on va dire une personnalité publique, même si ce mot peut être un peu fort, mais disons quelqu'un qui s'est un peu engagé dans cette crise et qui est passé du temps au service voilà, de la défense, notamment des victimes. Et voilà, donc Laure est ma filleule et je suis son parrain. On a des âges qui se ressemblent, on a tous les deux 3 enfants. Et donc, c'était assez facile pour moi de me mettre à la place de Laure, c'est-à-dire plutôt d'imaginer ce que pourrait devenir ma vie si j'avais subi moi aussi quelque chose qui allait me nuire et qui allait nuire à ma famille de la même manière. Voilà, donc on a une certaine proximité, en tout cas en termes de parcours, mais cette divergence ou un moment, bah voilà, Laure s'est retrouvée victime
d'un accident vaccinal, alors que moi, j'ai pas fait ce choix de la vaccination, ce qui m'a protégé de toutes les suites néfastes qui ont suivi. Laure, je te remercie énormément en tout cas pour ton témoignage sur cette chaîne. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais rajouter pour les personnes qui nous écoutent? Oui, je voudrais déjà vraiment rebondir sur le fait au niveau de la pharmacovigilance, euh, de, euh, de le faire. Maintenant, il y a des associations qui sont là pour aider les victimes, parce que c'est vrai que c'est vraiment assez fastidieux, surtout lorsqu'on est malade. Il y a l'association Solidéclat hein, qui aide les victimes, les familles à remonter tout ça. Et vraiment, il faut le faire parce que ça va nous aider justement au niveau des chiffres à remonter tout ça et d'avoir l'aide et puis au moins cette reconnaissance un jour qu'on arrête de nous prendre pour des malades mentaux, pour des anti-vax, pour tout, voilà. Je pense qu'à un moment donné, ça va éclater et je te remercie énormément, Pierre, justement de participer à tout ça parce que c'est vrai que c'est pas tout rose aussi de ton côté hein. De nous aider et puis surtout de nous soutenir. Hein. Donc vraiment, je te remercie du fond du cœur. Et puis, on continue la bataille, quoi. Merci Laure. Je rappelle que dans mon livre, hein, Victime des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, trois objectifs. Le premier, c'est de faire reconnaître les victimes comme Laure, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Voilà, une des choses les pires que subissent les victimes, c'est qu'on nie ce qui leur est arrivé. C'est le cas pour les victimes de tout, en fait, hein. Même quand on est victime d'un viol, par exemple, ou d'une injustice, le fait que l'ensemble de la société nie ce qui nous est arrivé, c'est une violence voilà, auquel il convient de mettre un terme, et ce livre a cet objectif-là. Le livre a aussi pour objectif d'aider financièrement les associations de victimes, puisqu'il a déjà permis d'aider financièrement le Révave et Vérity France. Voilà, si jamais les ventes du livre continuaient d'augmenter, eh bien, ça permettra d'aider aussi d'autres associations. Puis troisième objectif, c'est aussi, je l'ai précisé, il a un objectif d'être du droit opposable, c'est-à-dire que voilà, je mets mon nom dessus et ma qualité de statisticien, et je démontre les effets néfastes qui ont eu lieu à la suite de cette vaccination Covid-19, ce qui permet, en termes de droit, d'aider les victimes, puisqu'elles peuvent montrer des documents, hein. C'est un document officiel puisque c'est un livre avec un numéro ISBN qui n'est pas censuré que je sache, et donc de pouvoir se défendre face à la justice en disant oui, oui, on a bien la preuve qu'à la suite des vaccins Covid-19, on a des problèmes de santé publique allant jusqu'au décès. Et donc, ça justifie le fait voilà, de pouvoir se plaindre, de montrer que ces médicaments ou ces vaccins ont des effets néfastes. Donc, trois objectifs. Voilà, je te remercie une nouvelle fois, Laure, d'être venue témoigner sur ma chaîne. Et à très bientôt sur la chaîne d'Éco Déléco. Salut!